Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à votre émission internationale, l'Afrique et le monde. Ce vendredi, nous allons nous intéresser au cas malien qui, disons, qui fait toujours autant l'actualité. Cette fois-ci, après la rupture des accords de défense avec Paris et on va dire, on franchit étape après étape. On se demande ce qui peut encore rester de cette relation entre l'ex-puissance coloniale et la junte au pouvoir en termes de relations de coopération. Cette fois, c'est la justice qui s'en mêle avec une information judiciaire, ou plutôt une convocation qui a été adressée au ministre des Affaires étrangères français. Il est encore, en attendant la formation du second gouvernement, en tout cas, en attendant la formation du gouvernement, du premier gouvernement du second mandat du président Macron, il s'agit bien de Jean-Yves Le Drian, je le disais, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères par ministre de la Défense. Il est convoqué en même temps que son fils pour se présenter en juin prochain devant les tribunaux malien pour atteinte aux biens publics. Nous allons décortiquer cette question avec mes invités de ce soir. Morgana Songba Metondji, spécialiste en relations internationales et en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. En face, Prudé Sakondé, journaliste. Bonsoir et bonsoir à Morgane, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà. On se demandait après, je le disais en introduction, la rupture des accords de défense, quelle pouvait être encore, est-ce qu'on pourrait encore trouver d'autres griefs pour venir quelque peu empoisonner une relation déjà très détériorée. Là, il y a une information judiciaire qui est ouverte sur une question d'atteinte au bien public. Déjà, sur la forme, à l'annonce de cette convocation, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, c'est une convocation assez compréhensible puisque c'est la procédure à suivre lorsque vous avez des personnes qui sont concernées par une affaire judiciaire, que ce soit de façon avérée ou de façon plus ou moins suspecte. Et il est très important de pouvoir en cause ou celui qui semble avoir un lien quelconque avec l'affaire. Et cette affaire est le lien que pourrait avoir Monsieur Le Drian et son fils n'est pas une chose nouvelle, puisque l'affaire, entre-temps, avait déjà été... il y avait eu des fuites, il y avait eu des rumeurs, et il y avait même eu déjà une certaine démarche pour des tentatives d'amener l'affaire devant la justice du Mali, ce qui n'a pas forcément abouti à l'époque. Et aujourd'hui, si nous sommes arrivés à un niveau où il faille écouter les mises en cause, cette convocation n'est que quelque chose d'assez normal. Et donc, ce qu'il faudrait faire, et nous espérons, c'est qu'on aura l'opportunité d'écouter les personnes concernées, ce qui va être très difficile, puisqu'on a déjà une idée de ce qui se passe entre aussi bien la France que le Mali et maintenant les différents mises en cause. Voilà, pour clarifier cette affaire, exactement, c'est une affaire de fabrication de passeports biométriques. De l'accusation malienne, c'est que Jean-Yves Le Drian aurait fait pression pour que la société portée par son fils ait le marché de fabrication de ce passeport-là au bénéfice des Maliens, quand bien même il y avait une société canadienne qui offrait des prix plus intéressants pour le contribuable malien. On parle de pression, on parle de ce que Jean-Yves Le Drian aurait mis dans la balance l'assistance française, la présence française, la force Barkhane, ainsi de suite. Un grand hebdomadaire du continent avait fait déjà un dossier il y a quelques temps avant que le président Ibeka ne tombe. Donc voilà, on a la résurgence de cette question. Est-ce que d'aucuns parlent de règlement de compte ou bien d'aucuns disent, bon voilà, la junte joue son va-tout. D'aucuns trouvent simplement que c'est légitime de demander des comptes quand bien même les accusés seraient français. Je commencerai par dire que c'est un fait légitime, mais c'est totalement inédit.
c'est légitime, c'est normal, mais c'est totalement inédit qu'un État africain, en fait, dans un État africain, dans une enquête judiciaire, on puisse faire appeler une autorité, convoquer une autorité française. C'est pour moi, même un Français d'abord, qui a un lien particulier avec une autorité, à mon entendement, cela n'est jamais arrivé. Et donc, il faut d'abord prendre, en fait, l'analyse pour moi, ça commence par là. Est-ce que l'on fait ça pour faire venir la personne, pour l'information, en fait, pour la poursuite de la procédure judiciaire, ou l'on fait ça pour l'intérêt diplomatique, le coup d'éclat, le coût diplomatique que cela représente, le gain diplomatique que cela représente. Pour moi, on peut bien dire que dans une démocratie comme au Mali, il y a quand même une séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique, mais c'est d'abord pour le gain diplomatique qu'on a en fait on a fait cette convocation-là. Pour moi, quand bien même c'est totalement correct qu'on puisse chercher à comprendre un fait, surtout que c'est une association de la société civile qui a initié l'affaire, qui a demandé à ce qu'on puisse en fait chercher. Voilà, c'est comme ça que, oui, effectivement, factuellement, parce que quand vous parlez de séparation de pouvoir, on va dire, bon, c'est pas on est quand même dans une période d'exception, on est quand même dans un régime d'exception où les lignes ne sont pas... même dans un régime normal, en fait, il y a séparation, mais il y a collaboration. Bon, c'est ce que les politistes disent. Il y a séparation, mais il y a collaboration entre les pouvoirs. Donc, dans cette collaboration-là, on peut bien se voir qu'est-ce qui nous arrange et qu'est-ce qui est bien. Si cela n'arrangeait pas du tout l'État malien, je ne suis pas sûr on puisse aller jusqu'à faire sortir cela dans la presse. Non, ce n'est pas évident. On aurait pu à un moment donné, il y a le ministre de la Justice, on aurait pu à un moment donné arrêter cela, arrêter le processus en cours. Maintenant, par rapport aux faits, on dit que le Drian aurait fait des pressions sur le gouvernement malien pour qu'on attribue le marché à la société de son fils, qui proposait beaucoup moins, en fait, qui proposait des choses beaucoup plus chères que ce que proposait la société canadienne. Maintenant, et ça a été passé sans appel d'offres. Oui, ça a été passé, tout ça, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que les premiers incriminés, ce sont les autres qui ne sont pas maliens, ou ce sont les Maliens qui ont accepté que cela se passe ainsi? Bon, en fait, cela reste quand même une question importante. Quand on fait... je n'ai pas toutes les informations par rapport à cette procédure-là. Est-ce que d'autres, avant eux, ont été déjà convoqués pour mieux comprendre la situation, où ils sont en fait les tout premiers? C'est là que je suis un peu... Alors, si vous permettez, je vais commencer déjà par le caractère inédit. En disant que ce n'est pas aussi inédit que cela, parce qu'on a vu des cas où il y a eu des mises en cause qui ne sont pas forcément africains. On a le cas Bolloré, même si on les appelle et qui ne se pointent pas. On a des Chinois qui ont été condamnés au Ghana. Et donc, lorsqu'il s'agit de la justice, je pense qu'en Afrique, il y a cet effort-là. Et lorsque même les mises en cause ou les personnes concernées ne sont pas des Africains et semblent même être des autorités, il y a des initiatives qui sont prises. Oui, mais là, on parle du ministre des Affaires étrangères de la France. Oui, j'en viens. Il n'y a pas de distinction par rapport à votre position si vous êtes un mis en cause. Oui, factuellement. De façon... Nous sommes bien en Afrique. Non. Et c'est cette façon de percevoir l'Afrique
Parce que lorsque vous dites nous sommes en Afrique... Non, parce que je ne le dis pas parce que... il faut le percevoir toujours ainsi, mais je le dis parce qu'il faut voir les faits. Oui, les faits évoluent. Les faits évoluent en Afrique. Même en Afrique, vous avez les faits qui évoluent. Et nous sommes aussi dans un contexte d'évolution des faits. Et lorsque vous parlez aussi du coup diplomatique, ailleurs, parce que vous-même vous l'avez illustré, c'est une initiative qui est venue de la société civile. Proche de la junte. Vous savez, est-ce que tout ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas d'autant plus facile d'aller dans cette direction, ce qui est parfaitement légitime, hein, c'est une décision souveraine de la justice malienne d'aller dans cette direction, quand on sait l'état de la relation entre les deux pays. Parce qu'avec la fracture qu'il y a, fracture c'est même un euphémisme, avec, on va dire, il n'y a pas de mots pour décrire, c'est tellement inédit, ça pour le coup, tellement inédit dans les relations, en tout cas contemporaines, entre l'ex-puissance coloniale et une colonie. Est-ce que ce n'est pas d'autant plus facile de le faire parce qu'on a déjà rompu les accords de défense, on n'est pratiquement plus dans l'échange diplomatique normal. Donc ça, bon, ça ne devrait pas engager un peu plus de courage que d'autres faits. Ça, ça va dans en fait, le terrain est propice pour aller dans ce sens. Le souci est ce qui permet de prêter à confusion ici. Ce que vous dites peut être sensé. Mais ce qui permet de prêter à confusion ici, c'est bel et bien la situation qui prévaut déjà. Oui. Alors, s'il n'y avait pas cette situation diplomatique qui existait, et que la société civile se permettait de prendre cette initiative, je pense qu'on ne serait pas en train de voir une main diplomatique ou souveraine. C'est pour vous amener aussi, ou pour nous amener aussi, à pouvoir regarder la chose sur deux différents angles ou plusieurs angles. Il y a des possibilités que ce soit peut-être une récupération, mais il y a aussi des possibilités que ce n'en soit pas du tout, que ce soit effectivement une initiative de la société civile, encore qu'aujourd'hui, même la société civile dont on parle, lorsqu'on regarde les informations qui circulent en général, semble ne pas forcément être dans la dynamique de soutenir ce qui se fait par les forces extérieures, en l'occurrence la France, que ce soit au Mali ou partout ailleurs en Afrique. Et vous allez constater que même dans d'autres pays, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, les intérêts français, que ce soit sur le plan économique ou que ce soit sur le plan stratégique, semblent être en train de dandiner. Quand je parle de dandiner, c'est qu'il y a un sentiment que certains appelleraient sentiment anti-français, qui n'en est pas un, mais plutôt un réveil qui semble s'installer. Donc il y a une sorte d'évolution dans la façon de procéder aujourd'hui. Donc coup d'état diplomatique ou bien coup d'éclat diplomatique, c'est possible, mais ce n'est pas évident. On peut voir ça autrement. Caractère inédit, oui, mais pas forcément aussi, parce qu'on a des cas... Et là, j'insiste dessus, la justice en Afrique est en train d'évoluer. On est en train d'avoir des cas où on fait venir des anciens chefs d'État, si on arrive à faire venir des anciens chefs d'État, ou même parfois même des chefs d'État qui sont encore en exercice, en fonction, on arrive à les citer dans des affaires. Je pense que citer ou inviter ou convoquer un ministre des Affaires étrangères qui n'est pas celui de l'État auquel on appartient n'est pas encore un problème. C'est peut-être dans la méthodologie ou la mise en œuvre de cette convocation qu'on pourrait avoir des problèmes, puisque déjà on a des ébauches qui nous font savoir qu'il ne viendra pas. Et a priori, il ne devrait pas venir en tant que ministre des Affaires étrangères en exercice. Oui, justement. C'est la faisabilité de cette requête, ou bien on peut considérer que le fait que la convocation a été énoncée suffit déjà à satisfaire la justice malienne, parce qu'il y a un principe de réalité. Est-ce qu'il s'imagine que le ministre des Affaires étrangères français va se présenter devant le tribunal de Bamako? Nous sommes d'accord que le ministre des Affaires étrangères de la France ne sera jamais à Bamako pour répondre d'une quelconque convocation, ni son fils d'ailleurs. Ça, je pense que même la justice malienne est d'accord là-dessus. C'est pourquoi, au départ, je disais, pour moi, le gain diplomatique, c'est
a priori ce qui est le plus recherché. Si on sait déjà le résultat que cette procédure enclenchée peut donner, bon, on sait aussi à peu près que bon, nous n'aurons pas ce que nous souhaitons. Mais au-delà du bon, en même temps, ça n'empêche pas la justice au-delà de la procédure judiciaire, je pense que c'est un message qui a été envoyé. Le symbole, oui. C'est un symbole, c'est tout un symbole. Pour moi, ce ne serait pas étonnant que dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous puissions apprendre, par exemple, qu'un Français a été arrêté au Mali parce que, par exemple, il survolait en fait, l'espace aérien sans autorisation. On a réussi à le faire descendre, l'avion ou l'hélicoptère et bon, en fait, on incarcère la personne. Il n'est pas impossible que nous arrivions à ces cas de figure-là. Avec ou sans Wagner? Non, bon, de toutes les façons, Wagner ne répondra de rien. C'est l'État. Oui, bon, si on s'en tient aux Maliens, c'est que jusqu'à aujourd'hui, Wagner n'existe pas. Quand même Poutine a encore dit la dernière fois que Wagner, dans ses œuvres privées au Mali, mais pour les Maliens, Wagner n'existe toujours pas. Même si Wagner intervient, Wagner interviendra sous le couvert de l'État malien. Et donc, c'est l'État malien qui répondra. La communauté internationale peut se plaindre de ce que le Mali s'est fait aider par Wagner ou non. Mais bon, le Mali répondra et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, on est d'accord que c'est plutôt le symbole qui est mis en exergue ici. Ça ne veut pas dire que le dossier est vide. Hein. La justice malienne est libre de continuer. Surtout que quand vous ne répondez pas à une convocation, c'est à charge contre vous. Alors, on est d'accord que c'est le symbole. Ça dépend de quel aspect de responsabilité ou bien quel est l'auteur du symbole. Il faudrait qu'on s'entende sur le point que ce n'est pas forcément le leadership au Mali qui est derrière cette initiative. Parce que c'est cette confusion que je souhaiterais... J'estime que lorsqu'on parle de cette initiative et qu'on veut rester dans les faits, c'est une initiative qui vient de la société civile malienne. Et donc, une initiative est que la justice doit respecter la procédure. Même si la justice ou les autorités sont conscientes, c'est là où vous voyez la différence. Le politique sait que le ministre des Affaires étrangères ne viendra pas. Et donc, ça ne servirait même à rien de convoquer le ministre des Affaires étrangères pour le politique. Mais la justice a le devoir de suivre la procédure. Et la procédure oblige la justice à convoquer toutes les personnes qui seraient à même de permettre à faire en sorte que la vérité puisse être révélée. Et donc, si ces personnes ne répondent pas, la justice prendra acte de l'absence de cette personne et de leur refus de se présenter. Donc, ce n'est pas forcément un symbole, mais c'est aussi une façon de montrer que, au Mali, on respecte la procédure. Oui. La société civile n'a pas mis en cause d'autres personnes que ces personnes qui ont été citées, qui sont convoquées. Du côté on va dire des intervenants extérieurs. Oui. Et cela me permet de revenir sur l'aspect que mon confrère avait soulevé en parlant de à qui revient la responsabilité ou qui est responsable de cette affaire de corruption ou bien de mauvaise gestion. Corruption présumée. Présumée, oui. Il faut situer les responsabilités. Et je pense que c'est pour savoir qui sont ceux qui sont réellement responsables que l'affaire est en cours. Et qu'on n'est pas en train de dire jusque-là que les responsables sont forcément uniquement ceux qui ont été cités ou ceux qui semblent avoir été cités. Certainement, il y en a qui sont responsables du côté de l'administration ou des autorités maliennes. Il y a des Maliens qui sont impliqués. Et je suis persuadé que la justice ne va pas être partielle et qu'elle va aussi écouter ceux-là qui seraient cités et qui sont des Maliens. Oui, ce qui est sûr, pour clore ce chapitre, on sait que c'est l'ex-président malien qui a donné son quitus à ce que le marché soit accordé de gré à gré, comme on aime le dire. Mais bon, il n'est plus de ce monde. Peut-être que d'autres porteront
la charge pour... Non, mais il y a des traces, il y a des traces. Et vous savez, même si le président a donné son quitus, il faudrait savoir sur quelle base il a donné son quitus. Peut-être qu'il y a des informations qui n'étaient pas forcément établies ou toutes les informations qu'il avait lui permettaient de donner ce quitus-là. Donc, il y a beaucoup de choses à clarifier et tout de suite, on ne peut pas dire, eh bien, voilà les responsables et voilà les responsables. Il faut aller au fond de l'affaire, il faut situer les responsabilités et apprécier chaque élément du dossier. Voilà, une question pour sortir de ce débat. Est-ce que, quelle est la prochaine étape de cette relation qui a mis, en tout cas, qui donne... période par période des signaux intéressants. Pourquoi je dis intéressants? Parce que ça peut faire des émules. Et comme les images, on parle de symboles, d'images ici, cette image n'est pas passée inaperçue entre Goïta et le plus célèbre des panafricanistes, Kémy Séba, je pense récemment. Donc, les messages, les images parlent plus que les mots. Est-ce qu'aujourd'hui, cette option prise au-delà de la question sécuritaire prise par les autorités maliennes peut faire des émules dans la sous-région? Parce que là, on va vers des relations, on ne peut plus décomplexer, parce que plus émancipées, en tout cas dans les faits ou dans les normes tout au moins. Parce qu'une chose est de le dire et une chose est de s'y tenir aussi, et ça c'est le plus difficile. Mais au moins, dans le discours habituel, dans les relations, dans ce qui est dit, dans ce qu'on sait, est-ce que ça peut faire des émules sur le continent? Est-ce que ça peut faire des émules? Je pense que oui, dans un premier temps, mais non aussi. Non, parce que tous les États ne sont pas dans le même type de relation avec la France. Et donc, c'est en fonction des réalités du Mali que le Mali est en train de réagir de la sorte. Et c'est surtout en raison de la personnalité, des hommes qui sont au pouvoir que nous connaissons les réalités que nous avons là. Donc, ce n'est pas évident que tous les États francophones puissent emboîter le pas au Mali pour demander une relation beaucoup plus équilibrée en matière de respect, de réciprocité. Ce n'est pas évident. Mais il y a une chose qui est certaine, ce que fait le Mali actuellement, c'est un précurseur. Et ça va faire réfléchir beaucoup d'autres, mais qui ne pourront pas réagir comme le Mali. Ils seront dans une démarche beaucoup plus soft que le Mali, parce que dans le même temps, il faut, je pense qu'on l'avait dit ici la dernière fois, la France aussi va essayer de corriger sa façon d'agir avec les différents États pour que les mêmes problèmes ne se posent pas. Ça oblige à une adaptation de la politique française. Je prends par exemple l'installation en fait, des bases françaises au Niger, par exemple. La France doit, a priori, prendre ses précautions pour que le Niger, dans quelques années, ne se révolte pas comme c'est le cas au Mali. Et donc, pour moi, c'est oui, mais c'est surtout non, parce que nous n'avons pas les mêmes contextes sur le continent. En fait, tout le continent ne vit pas les mêmes réalités que le Mali. Si on vivait les mêmes réalités, eh bien, je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Oui, sur la même question. Est-ce que vous pensez que l'exemple malien, au-delà du contexte de chaque pays, je reviens toujours là-dessus, dénoncer des accords de défense, ce n'est pas, je pense que c'est la première fois qu'on entend ce type de schéma, dire simplement, voilà, tel accord ne nous plaît plus, telle contingence ne nous convient plus, ainsi de suite. Est-ce que de ce point de vue, beaucoup de pays africains peuvent être amenés, beaucoup de dirigeants peuvent être amenés à être un peu plus décomplexés dans leurs relations avec les puissances coloniales? Alors déjà, tout de suite, je vous dirais que le comportement du Mali fera ou fait déjà jurisprudence. Et il va de soi qu'aujourd'hui, lorsque vous écoutez les experts
qui ont pris le temps d'étudier les différents accords qui existent entre les pays africains en général et les partenaires européens ou d'ailleurs, ils se sont rendus compte que l'une des raisons qui expliquerait le fait que l'Afrique ne tire pas pleinement profit de ces accords est bel et bien les clauses de ces accords, qui ne favorisent pas forcément le profit que l'Afrique devait tirer de ces accords. Et donc la jurisprudence va certainement inspirer un certain nombre d'acteurs. Et non, la question c'est quand est-ce qu'ils vont passer à l'acte. C'est là la question, et c'est là où je rejoins l'analyse de mon confrère qui faisait comprendre que les États actuellement n'ont pas les mêmes intérêts. Donc les États qui aujourd'hui sont en train de tirer suffisamment profit de leur partenariat avec la France entre griffes. Quand je dis tirer profit entre griffes, vous savez de quoi je veux parler. Ces États-là auront, ces États-là auront des dirigeants qui ne vont pas tout de suite agir. Mais ceux qui vont estimer qu'ils sont à une phase où il faille agir vont prendre des initiatives et on va certainement passer à la révision d'un certain nombre d'accords et des clauses. Juste pour finir, juste une question en une seconde. Est-ce que ce n'est pas plus facile? On laisse cette question de convocation de Jean-Yves Le Drian de côté. C'était pas d'autant plus facile au régime, aux militaires maliens de sortir de ces accords de défense en ayant déjà pris leurs précautions pour leur sécurité, en ayant pris la précaution d'avoir d'autres partenaires pour facilement sortir. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire cette lecture aussi. C'est peut-être d'autant plus facile pour eux d'avoir franchi cette étape en ayant une société de sécurité privée à leur trousse, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la couleur ou la nationalité des intervenants. Oui, c'est quand vous avez, comme on le dit, chez nous on dit, quand l'aveugle dit qu'il va te lancer une pierre, c'est qu'il a déjà son pied là-dessus. Donc, quand le Mali a décidé de rompre ces accords-là, c'est parce qu'il est sûr de quelque chose. Voilà. Merci beaucoup, Prudence Akondé, pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes journaliste. Morgane Asogba-Metondi, je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et consultant en géopolitique. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de cette édition de l'Afrique et le monde. Oui, effectivement, ça passe très vite. Oui. Ça passe très vite. Voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre thématique à aborder. Bonne fin de soirée chez vous.